Bienvenue, je suis Aïchetou, assistante formation à l'association française des fundraisers. Je suis heureuse de vous accueillir au nom de toute l'équipe de l'AFF pour l'atelier Comment développer une véritable stratégie de maillage des canaux de collecte et de marketing automation. Un grand merci à nos intervenants ici présents. Aline Corazza, responsable de collecte de fonds de la Fédération française des diabétiques. Sébastien Béjart, chargé de mission RSE à BNP Paribas. Et Karine Vincent, directrice EDIS Aide. Avant de leur donner la parole, je remercie également nos chers bénévoles ici présents. Il s'agit de Richard et de Maria, donc, qui vont nous accompagner tout au long de cette session de formation. Donc, nous prendrons 1 à 2 temps pour les questions sur cette session. Donc, je les laisse vous expliquer les modalités. Donc, merci beaucoup et bonne session. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous commençons la session. Je voulais juste vous rappeler que vos micros sont coupés, mais que vous pouvez vous poser vos questions avec la discussion interactive qui est en bas à droite de votre écran, avec en particulier un onglet pour les questions que nous allons regrouper et poser aux intervenants au fur et à mesure de la session. Et puis, en fin de session, on aura un temps pour un échange plus libre et plus ouvert, si vous le souhaitez. Voilà, écoutez, on peut commencer et je passe la parole à Aline, Sébastien et Karine. Merci. Bonjour et merci d'être si nombreux pour cette présentation. Donc, moi, je suis Karine Vincent, je suis la directrice de EDIS Aide, donc prestataire spécialisé dans la gestion de CRM fundraising et de pas mal de prestations connexes. Et je vais avoir le plaisir d'animer cette session avec 2 de mes clients, donc Aline et Sébastien. Aline ? Oui, Aline Corazza, donc responsable de la collecte de fonds à la Fédération française des diabétiques depuis bientôt 7 ans. Et moi, c'est Sébastien Béjart, je suis en charge du fonds de dotation de BNP Paribas, le fonds Urgence et Développement. Donc, on voulait démarrer par une question. Si vous pouvez utiliser, alors je ne sais pas s'il y a une partie sondage ou dans les commentaires, qu'on ait un ordre d'idée de qui utilise déjà le marketing automation. Ça nous permettra d'avoir un petit peu le panorama des personnes qui nous écoutent. Et donc, la thématique de cette session, notre objectif, c'est de la rendre la plus concrète possible. On va vous présenter 3 campagnes donc, qui ont été faites par l'AFD et par le fonds de dotation BNP. Et Aline et Sébastien vont vous donner un petit peu le contexte de la campagne, décrire les aspects mécaniques, techniques et surtout partager des résultats. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous, on préférerait être vraiment face à vous et sentir la salle. Bon, voilà. Donc, aidez-nous à rendre cette session un petit peu participative. Donc, ce que je vous propose, n'ayant pas là la visibilité de est-ce que vous utilisez déjà ou pas le marketing automation, c'est de faire un rapide focus sur qu'est-ce que le marketing automation. Donc, si je veux l'expliciter simplement, c'est automatiser des campagnes marketing sans intervention humaine. Là, au lieu de sélecter une population et d'envoyer votre campagne, tout va se faire tout seul. Alors, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez pensé votre campagne et défini la stratégie, les canaux de collecte que vous voulez utiliser, le maillage que vous voulez utiliser. Et dès lors qu'un événement va rentrer en base de données, que ce soit une inscription en newsletter, un don, une demande de brochure leg, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un événement qui rentre dans la base de données qui va automatiquement déclencher cette campagne-là. Et en fonction des caractéristiques que vous aurez enrichies dans votre CRM au niveau de la typologie, de la segmentation, de qualifiants, cette campagne va se déclencher de façon différente pour le contact A, du contact B, du contact C, etc.
Et la campagne va être pensée avec toutes les branches de scénario possibles. Donc, dès lors qu'on est dans un cycle relationnel, on va pouvoir exploiter n'importe quelle donnée qui est dans votre CRM cette campagne va pouvoir évidemment croiser plusieurs canaux. C'est pour ça qu'on dit que le marketing automation est l'allié des cycles relationnels. Donc, j'en ai fini pour la petite explication et on va démarrer tout de suite sur… alors, hop, j'ai un problème avec mon visuel. Voilà, sur la première campagne. Donc, la première campagne, on est sur une campagne anti-churn RGPD. Si certains étaient là il y a 2 ans et avaient assisté à une conférence, j'avais eu le plaisir d'animer avec l'association AID une conférence où on parlait notamment de RGPD. Et donc, le RGPD, vous savez, vous devez nettoyer vos bases de données, supprimer les données des personnes selon les durées de conservation que vous avez paramétrées. Et ce qui a été mis en place par le club utilisateur, donc par nos clients, au sein du club utilisateur que nous animons, c'est de dire, on a un seul CRM, donc une seule base de données avec 3 univers. Et selon où en est votre contact dans son dispositif, il va être soit actif, c'est-à-dire qu'il répond à vos appels à dons, à vos communications, etc. Et donc, on le garde en base. Soit il commence à ne plus répondre et on rentre dans un univers de gestion. Donc, on commence à purger des données et enlever des données qui ne nous servent plus au titre, si on regarde la législation du RGPD. Et à la fin, s'il ne vous a vraiment plus rien donné, qui ne se manifeste plus, vous allez être dans l'obligation de purger ces informations, ces données personnelles, voire d'anonymiser. Et donc, il y a déjà 2 ans, on avait commencé à phosphorer avec le club utilisateur sur la mise en place de, on va dire, une opération dernière chance. Donc là, c'est la naissance, comment cette campagne anti-churn RGPD est née. Donc, on a mutualisé une mécanique technique qui est utilisée, c'est la même mécanique qui est utilisée par nos clients. Et l'objectif, c'est d'essayer de les rattraper et donc de faire une campagne anti-churn. Donc, très rapidement, l'opération a été, on va dire, ventilée en 2 grands axes. Une première opération initiale avant le gros nettoyage, avant le premier gros nettoyage de la base de données, donc pour aller supprimer ces données personnelles dont les durées de conservation sont dépassées. Et là, nos clients, au choix, ont envoyé soit 1, soit 2 emails pour essayer de réactiver avant cette purge initiale. Et une fois que cette purge initiale a été faite, on est passé sur un cycle automatique, donc qui est piloté sans appuyer, sans rien, qui se fait tout seul. Et ce cycle, selon les clients, ils ont choisi de faire 1 à 3 emails, de mettre des fréquences paramétrables et de faire un call to action, soit en opt-in, soit en opt-out. Donc, soit nos clients ont envoyé un email en disant « Si vous voulez, on va nettoyer vos données. Si vous voulez rester et continuer de recevoir nos communications, vous devez cliquer ici. » Et d'autres ont choisi nous allons, si vous voulez continuer de recevoir nos données, surtout ne faites rien. Sinon, cliquez ici si vous voulez qu'on efface vos données. Donc, voilà. C'est c'est les 2 formats que vont vous expliquer Aline et Sébastien. Et comment on pilote cette campagne-là, vous l'avez compris, c'est le CRM qui est au centre du dispositif et qui va, au fur et à mesure que les contacts ont des durées de conservation dépassées, envoyer l'information à notre plateforme de marketing automation on utilise Selligent, qu'on a complètement interconnecté avec Alizé, et tout cela se fait de façon automatique. Donc, je vais passer la parole à mes clients et ils vont vous expliquer pourquoi Aline a vécu cette opération comme une opportunité et pourquoi Sébastien l'a vécu comme une contrainte. Ils ont fait le même type d'opération, ils ont utilisé la même mécanique, mais en amont du lancement, ils ont vraiment 2 vécus différents. Donc, Sébastien, justement, toi, quand on avait commencé à travailler sur le club utilisateur, sur ce groupe de travail pour monter ce type de campagne, tu étais un petit peu… tu voyais pas trop l'intérêt, tu y allais un peu à reculons, on va dire. Non, l'intérêt, tu le voyais, mais tu y allais un peu à reculons, tu n'y croyais pas, en fait. Oui, voilà, c'est ça.
du fait déjà de plusieurs spécificités techniques de notre côté et du fonds de dotation de l'autre. Alors, pour le présenter rapidement, donc moi, je m'occupe du fonds de dotation de BNP Paribas, le fonds Urgence et Développement. Et il y a plusieurs spécificités et particularités desquelles ont découlé les contraintes justement pour la mise en place de cette campagne. La première, c'est que nos donateurs ne sont pas des donateurs lambda d'ONG et d'associations, c'est des collaborateurs du groupe BNP Paribas ou des clients. Donc, du coup, on ne s'adresse pas à eux à la fois aussi fréquemment qu'on le voudrait et de la manière dont on le voudrait. Le fonds est ouvert toute l'année, donc ils peuvent réaliser des dons toute l'année. Tous les dons sont abondés par le fonds, ce qui nécessite, enfin, il y a une particularité liée au traçage des dons. Pour situer le fonds, en gros, on a deux missions. La première, c'est d'intervenir sur des crises ou des catastrophes humanitaires ou environnementales. Donc, on soutient en fait les actions qui sont menées dans la solidarité par CARE, par la Croix-Rouge ou par Médecins sans frontières, et sur la partie environnement par AIFO. Donc, des crises de plus long terme, ces actions de développement ou des crises plus soudaines qui sont des catastrophes souvent naturelles. Donc, les particularités du fonds ont généré en fait des contraintes qui étaient pas forcément aidantes pour la mise en place de la campagne anti-churn. Dans les contraintes, la première qui est évidente, c'est la problématique liée à la typologie de nos donateurs. Je ne peux pas communiquer auprès des clients de la banque, vous vous doutez bien, comme je le veux. Déjà, on était sur un temps hors campagne. Nous, on a une grosse campagne qui est effectuée en fait en fin d'année, qui est un temps fort collecte, qui l'année dernière a été lancée pour le Giving Tuesday. Et nos donateurs, on ne pouvait pas communiquer trop en amont de la campagne de manière disparate par rapport à leur ancienneté, etc. Et la deuxième, c'était plus lié à la technique chez nous, où le process interne nous obligeait à avoir mis tout en place pour leur RGPD et de être finalisé au 31/12. Donc, de toute manière, sachant que la campagne anti-churn, il y a une première passe, une seconde passe, etc., on était obligé de s'y prendre en amont. Et puis, certains donateurs, on n'avait plus de contact avec eux depuis plus de 10 ans, la création du fonds. Alors, notre base était relativement sale, du coup, parce que, en gros, on est parti du principe que nos donateurs, voilà, on allait partir sur des durées de conservation de 6 ans, qui était la durée de validité du reçu fiscal plus une année. Mais je rappelle que c'est des collaborateurs pour la grande majorité d'entre eux, des collaborateurs du groupe. Donc, quand ils quittent le groupe, eh bien, nous, le fonds est un organisme indépendant, mais il reste donateur du fonds. Donc, les adresses email qui sont utilisées ne sont plus forcément les bonnes, si c'était des adresses pro, etc. Donc, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Mais il fallait le faire de manière maligne et l'intégrer à notre temps fort de collecte. Donc l'idée qui a émergé, ça a été de faire en fait une pré-campagne, la pré-campagne anti-churn, et de l'intégrer à notre campagne annuelle. Donc, un mois avant le lancement de notre campagne pour Giving Tuesday, on a fait un bilan de l'ensemble des actions qui avaient été réalisées sur 2020, qui en plus était une année extrêmement riche en termes de missions de terrain. Et donc, on a fait ce mailing et on l'a envoyé à tous nos inactifs de plus de 6 ans. On a fait le choix de l'opt-out parce que ces inactifs qui sont ou des collègues ou des clients, on voulait avoir leur en demander le moins possible. Donc, en gros, c'était si vous ne faites rien, on garde vos données, sinon cliquez ici. Il y a eu une deuxième passe la semaine suivante l'envoi de cet emailing. Et à partir du 1er janvier, on a mis en place le cycle automatique
qui court tous les mois, et où cette fois, il n'y a pas de relance, et qui est un email très, très succinct, très, très court, où on leur dit, voilà, ça fait 5 ans qu'on n'a plus de vos nouvelles, est-ce que vous souhaitez continuer à, à nous soutenir, ou en tout cas, si vous voulez supprimer vos données, cliquez ici. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été mis en place et on verra tout à l'heure quels ont été les résultats. Ouais. Alors, justement, merci beaucoup, Sébastien, pour déjà ce premier partage. Normalement, les sondages ont été créés, donc vous pouvez aller, et ça nous intéresse de voir quelles sont vos estimations, vous pouvez aller mettre dans le sondage, d'après vous, quel a été le pourcentage de réactivés en opt-out, et on va très très vite après vous donner les résultats. Mais je vais d'abord passer la parole à Aline qui, elle, va nous expliquer pourquoi pour elle, contrairement à Sébastien qui avait vraiment vécu ça comme une contrainte et qui est allé à reculons, pourquoi Aline, tout de suite, il y a même déjà plus de 2 ans, s'est emparée du sujet RGPD et en a fait une opportunité de communication. Oui, alors déjà, nous, à la Fédération, on a quand même peut-être une histoire particulière, comme toutes les associations de patients, avec les données de santé notamment. Donc, on s'était déjà emparé, en tout cas, du sujet données de santé, au-delà de la loi informatique et liberté qu'on connaît tous. Puisqu'en 2015, on a mis en place une base de données avec un hébergement agréé santé pour une partie de nos activités. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'on s'intéressait de près à certains sujets autour de la sécurisation des données. Et on a vu effectivement plusieurs opportunités finalement. La première étant d'informer justement sur le RGPD, puisqu'on nous demande d'informer nos contacts sur ce qu'on fait de leurs données. On a vu aussi l'opportunité évidemment de garder la base de données la plus active possible et de la nettoyer, comme on a tous des bases de données souvent très anciennes et un peu lourdes, on va dire, en nombre de données, inactives en tout cas. Et la troisième opportunité, c'était vraiment l'ultime contact un peu plus direct qu'on pouvait avoir avec nos contacts, avec nos cibles, avec un nouveau levier finalement qui était ce levier RGPD. Donc nous aussi, on s'est lancé effectivement dans un email avant la première purge qui a été envoyée donc 15 jours avant ce premier grand nettoyage de la base de données en rapport avec les durées de conservation. On a choisi de faire un email très direct sur la durée de conservation de vos données arrivées à échéance, en leur expliquant qu'on trouvait dommage de se quitter comme ça. Et on s'est dit aussi que c'était l'occasion de leur rappeler toutes les façons qu'on leur proposait de rester en contact avec la fédération et en mettant particulièrement en avant les newsletters, qu'elles soient généralistes ou thématiques, puisqu'on a une newsletter alimentation. On a aussi créé des programmes Slow Diabète l'année dernière, donc qui sont vraiment des programmes d'accompagnement pour vivre mieux son diabète au quotidien. Et puis évidemment, même si on n'y croyait pas tellement, on a indiqué le soutien à la fédération et sinon les réseaux sociaux et l'existence de nos associations locales, puisqu'on en a une centaine partout en France qui, elles, sont indépendantes. Voilà. Et alors, on était vraiment sur la base de l'opt-in, puisqu'on était on a envoyé cet email à des personnes qui étaient totalement inactives sur le don ou sur d'autres actions qu'on peut avoir et qui n'avaient même pas d'abonnement à une newsletter. Donc, on était vraiment sur des contacts proches de la suppression, comme c'était l'objectif. Et depuis, le cycle s'est automatisé puisqu'on envoie donc tous les mois, de la même façon, 15 jours avant la purge définitive, cet email-là. Alors, ce qui est intéressant, Aline, dans ce que tu nous expliquais quand on a préparé cette session, c'est qu'en fait, tu as immédiatement intégré cette campagne et tu as maillé tes différents canaux parce que tu as de fait aussi travaillé sur le print.
Tu n'as pas travaillé que tes contacts digitaux, Non. en l'occurrence sur cette partie marketing automation. Oui, effectivement. Alors depuis l'année dernière, on a fait une première. On a inséré en fait un flyer dans notre mailing de prospection qu'on envoie aussi à nos plus grands inactifs chaque année. Et là, on a d'ailleurs bien élargi la cible puisqu'on a vraiment pris absolument tous les contacts donateurs, en tout cas inactifs depuis 7 ans et plus, en intégrant ce petit flyer qui reprend. Qui explique aussi la suppression des données sans nouvelles de leur part. Donc là, on l'a fait pour la première fois en 2020. On va le refaire chaque année. Alors, on a un tout petit peu élargi nos durées de conservation. Donc, on sera plus sur les 7 ans et plus, mais on sera plutôt sur les 9 ans environ, 9 ans d'inactivité. Voilà, et on a effectivement eu un taux de retour d'un 1,2% sur cette cible-là, sachant que d'habitude on est plutôt à 1%. Donc on a légèrement augmenté le retour, et comme je l'ai expliqué aussi en préparant, c'est que en 2020 on avait quand même une année assez particulière, donc c'est plutôt sur la durée qu'on verra si effectivement c'est ce flyer qui a augmenté légèrement le taux de retour sur cette cible-là, ou si c'était l'année 2020 qui était un peu particulière. Mais en tout cas, de toute façon, comme on n'a rien à perdre, on va effectivement continuer à l'intégrer, et puis à expliquer, quoi qu'il arrive, qu'on respecte les durées de conservation qu'on a définies, en tout cas. C'est aussi l'occasion de les informer, donc de toute façon, il va rester là. Donc, avant d'arriver aux résultats, pareil, si vous pouvez retourner dans la partie sondage, hein, et donc nous dire, d'après vous, quel a été le pourcentage de réactivés opt-in, ça peut être intéressant. Et je ne sais pas, dans nos chers amis bénévoles, si vous avez eu des réponses sur le premier résultat sur la campagne de Sébastien. Est-ce qu'on a des taux de retour qui ont été annoncé par les participants au séminaire ou pas? Est-ce que quelqu'un voit les… Non, j'ai personne qui me répond. Alors, je continue, tant pis. On vous dira après si vous aviez vu juste ou pas. Si, Richard, juste un petit mot, pour répondre au sondage, vous allez dans la discussion interactive et c'est le 3e onglet. Dans la discussion interactive sur Swapcard, vous avez chat, questions, sondage. Donc, vous allez sur l'onglet sondage et vous pouvez tous répondre. Et je vous donnerai les résultats quand ils seront engrangés. OK. Bon, de toute façon, là, on va les dévoiler. Donc, c'était pour savoir si on avait des participants qui avaient vu juste. Donc, Sébastien, toi qui allais à reculant vers cette campagne, est-ce que tu peux nous présenter tes résultats? Oui. Alors, il faut penser d'ailleurs que sur la totalité des gens qui étaient concernés par la campagne, on a quand même eu un taux de délivrabilité qui n'était pas énorme, parce que il faut considérer que ces personnes-là ont utilisé leur adresse professionnelle pour les contacter la plupart du temps, et que du coup, ils n'étaient plus collaborateurs, donc les adresses mail nous sont revenues en grand nombre. Donc, on est à 11%, on était un tout petit peu plus de 11% de personnes qu'on a pu réactiver, parce qu'on était en opt-out. Donc, à partir du moment où ils ouvraient le mail, on a considéré que qu'ils étaient intéressés par le contenu, et s'ils ne souhaitaient pas, après, ils cliquaient sur le lien qui était à l'intérieur. On est donc sur un peu plus de 11% de récupération des inactifs. Et surtout, ce qui a été hyper intéressant en l'intégrant en amont de notre campagne annuelle, c'est que sur ces 11% de personnes récupérées, il y en a plus d'un tiers qui a participé 3 semaines après et qui a fait un don à la campagne de fin d'année, avec des montants qui étaient importants en plus. Donc non seulement c'était intéressant pour nettoyer la base et réactiver des contacts potentiellement perdus, mais ça nous a permis de récolter des fonds supplémentaires sur une population qui sinon n'aurait pas donné de toute manière. Et je crois, si je me souviens bien, que c'est ta population plus internationale, hein, puisque tu as donc 2 formulaires de dons en ligne. On a mis en place un formulaire français et un formulaire en langue anglaise.
Et donc, aussi bien sur la délivrabilité que sur les retours de dons. Et de dons, c'est la population internationale qui a le mieux fonctionné au final. Oui. Sur l'international, on était à plus de 14%, je crois, 14,6 il me semble de mémoire, de récupération d'inactifs, et on était à plus de 34% de réalisation de dons dans les 3 semaines qui ont suivi lors de la campagne. Donc non, c'était extrêmement intéressant. Donc, au final, le fait que tu aies fait cette pré-campagne qui t'a permis finalement de nettoyer une base que tu ne nettoyais pas, a permis donc de voir tous ces contacts qui ne te répondaient peut-être pas parce que ils étaient plus en activité sur leur adresse pro, tu as activé les adresses perso, enfin, tu as fait tout ce travail de nettoyage en amont qui t'a permis d'optimiser ta campagne de fin d'année. Oui, complètement. Et sur un taux de délivrabilité de mémoire qui était de 71 sur la… Ouais, j'avais 70, donc c'est ça, 71%. Sur la population française, enfin France, et 69 sur la population internationale. Voilà, donc sur ces… Donc quand on voit qu'il y a 89% de non réactivés, en fait, sur ces 89%, il faut déjà enlever les 70 ou 71%. Voilà. Et si vous vous souvenez bien par rapport au visuel que montrait Sébastien, sa pré-campagne, il l'a fait en fait sous forme de voilà toutes les actions qu'on a faites, etc. Et merci si vous ne voulez pas continuer à recevoir nos communications, cliquez ici. Et sur le cycle automatique, par contre, tu as un résultat qui est plus bas. Et de tous les clients, on va voir, je vous présenterai après d'autres résultats anonymisés, bien sûr, mais sur le cycle automatique, par contre, où tu es sur un message qui est 100% beaucoup plus court, plus court, tu as un résultat qui est plus bas. Oui, exactement. Quand on ne rentre pas dans le détail, en fait, on s'est aperçu que quand il n'y avait pas de rappel des actions qui ont été menées, de à quoi servaient les dons, etc. Il y a 7,8%, je crois, de mémoire. Oui, sur les derniers, oui. Ouais. Et là donc, encore, avec un meilleur résultat à l'international qu'en France. Tout à fait. Donc, c'est intéressant de voir. Alors, toi, Aline, ta campagne, donc toi, tu es complètement… Karine, oui. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, juste pour donner les résultats du sondage. Il y en a 34% qui ont dit que c'était entre 10 et 30%, donc c'est pas mal. 27 entre 5 et 10, 24% entre 2 et 5, et il y a en tout 16% qui pensaient que ce serait au-dessus de 30%, qui étaient beaucoup plus optimistes. Merci à ces 16%. Voilà, c'est très, très optimiste. Et j'ai une question qui s'applique à ce type d'opération de Léa, qui demande si un retour implique la suppression pure et simple de toutes les données, ou si on peut en garder, ou simplement une cessation des sollicitations, parce qu'elle pense qu'on peut garder les données pour d'éventuelles sollicitations ultérieures sur les legs, pour des choses comme ça. Donc, est-ce que vous avez tout supprimé? Alors, c'est anonymisé, c'est pas supprimé. Donc, on aura tout le temps la possibilité de la consultation statistique, mais il n'y a absolument plus de données nominatives. Donc, il sera plus possible d'identifier les personnes. C'est le principe du RGPD, pour compléter un petit peu la réponse à la question de Léa. En fait, à partir du moment où la durée de conservation sur laquelle vous vous êtes engagé est dépassée, vous êtes dans l'obligation de supprimer les données personnelles. Donc, tout ce qui va être téléphone, email, adresse postale, tout ce qui permet d'identifier l'individu. On peut garder les éléments pour continuer de faire des analyses, comme le disait Sébastien. Maintenant, nous, avec nos clients, on a travaillé sur, je dirais, différentes populations. C'est-à-dire que dès lors qu'un testateur potentiel, puisqu'elle parlait de legs, est détecté, on ne va pas lui mettre la même durée de conservation que quelqu'un qui a juste demandé une information sur l'association à un moment donné ou qui n'a encore jamais donné d'argent. Donc, en fait, mais comme on n'est pas sur une session RGPD, on n'est pas rentré dans le détail dans cet atelier, mais on a ventilé. Nous, on a 6 populations distinctes en standard
avec des durées de conservation différentes et on applique même des filtres. Donc après, oui, vous pouvez garder des gens plus longtemps en garantissant que vous n'allez pas leur écrire. Néanmoins, à un moment donné, il faut les effacer de votre base s'ils ne se manifestent plus. Et ça, c'est de votre responsabilité en tant que responsable de traitement. J'ai les résultats pour Aline. Ah, alors sur de l'opt-in, quels sont les résultats? Alors, il y a une très, très large majorité, à 46%, qui dit entre 5 et 10%. Entre 5 et 10. Et ensuite, il y a 21% qui dit entre 2 et 5 et 21% des répondants qui dit entre 10 et 30%. Et puis, il y en a 7 plus 4, il y en a 11% qui pensent que c'est au-delà de 30%, voire de 50%. D'accord. Donc, le pari, c'est entre 5% et 10%. Vous allez pouvoir nous dire… Alors, juste, on va rappeler qu'on était sur une population de gens, dans le cas d'Aline, qui ne donnent plus du tout, qui ne sont plus du tout abonnés à une newsletter et qui ont donc depuis plus de 9 ans, mais 0 contact, ne sont jamais manifestés. Hein, c'est ça. Donc voilà, donc vous êtes des optimistes, mais c'est bien, il faut être optimiste hein, dans la vie. C'est ça. Oui, et en même temps, c'est pari gagné hein, parce que, enfin, en tout cas, sur le premier envoi, on était à moins de 2% de réactivés, sachant qu'on avait quand même, c'était vraiment le gros nettoyage puisque finalement, on voit l'ancienneté avec le taux de délivrabilité qui était de 71%, donc bien moins élevé que les envois classiques qui sont plutôt à 99, quelque chose en délivrabilité. Et par contre, sur les envois automatisés, effectivement, on est à un peu plus de 5%. Donc, c'était bien la moyenne qui était indiquée de réactiver. Alors, et en rappelant aussi que la réactivation, là, c'est calculé sur finalement l'opt-in, donc email, hein, c'est-à-dire un abonnement à une newsletter globalement, pour entrer ensuite dans un cycle relationnel finalement qui va inclure le don. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'était vraiment de la réactivation et même de l'activation en fait, parce qu'on est vraiment sur une opération de conversion pure. Enfin, on n'avait pas du tout. Effectivement, ils étaient très anciens et très déconnectés jusque-là de la fédération. Du coup, on a quand même plus de 40% de consultations, ce qui chez nous est plus élevé que l'envoi. Le taux de consultation de nos newsletters qui est plutôt autour de 35%. On a quand même 4% de personnes qui ont effectivement bien confirmé qu'ils ne voulaient plus rien recevoir en cliquant simplement sur le désabonnement, même s'il était relativement factice, hein, mais ensuite ont pu être anonymisés. Et j'ai simplement montré un peu le taux de clic. Alors le taux de clic est bon aussi, hein, puisqu'on a 18,5, alors qu'on est un petit peu moins que ça aussi sur nos newsletters. On est autour de 17%, je crois, si je me trompe pas. Et après, sur les clics vraiment dans l'email, c'était en tout cas les taux les plus forts sont vraiment sur ce qu'on espérait, c'est-à-dire les abonnements newsletter, qui étaient évidemment en premier aussi dans la présentation. Donc abonnement newsletter généraliste, abonnement newsletter alimentation, qui sont les plus cliqués. Et puis sur l'inscription sur le diabète, qui est quelque chose qui est naissant depuis l'année dernière, qui est un peu moins cliqué et assez loin derrière quand même. Donc mais quand même quelques clics sur nous soutenir, sur les associations fédérées et sur les réseaux sociaux, sachant que sur les associations fédérées et les réseaux sociaux, on n'a pas de retour possible avec la base de données aujourd'hui, donc on ne peut pas assurer ou dire ce qu'ont fait ensuite ces personnes après leur clic. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt malgré tout une bonne surprise sur des très très grands inactifs chez nous. Et là, on est vraiment sur 2 campagnes, aussi bien sur le Fonds d'urgence développement que sur la Fédération française des diabétiques, sur des populations très très anciennes, pas du tout travaillées, et avec un faible taux de délivrabilité, puisque vous êtes tous les deux à 71%. Si on fait un petit tour d'horizon d'autres résultats, puisqu'on a plusieurs clients qui sont rentrés dans cette mécanique mutualisée, ce qu'on va constater réellement, c'est qu'on a des résultats très variables. On a des clients qui ont testé différentes fréquences. Et si je regarde le client en priorité, là, le client A qui est à 11%, ce client-là, il avait un taux de délivrabilité de 99,6%. C'est un client qui a une base qui est déjà très, très travaillée.
il a réussi à avoir sur son cycle automatique un 14,8% de réactivation avec, vous voyez, on est en test sur 3 mois avant la fin de la durée de conservation, 1 mois avant et 1 semaine avant. On n'a pas encore les résultats sur 1 semaine avant, mais donc vous voyez la variabilité. Et le client B, qui est un client avec une base un petit peu moins travaillée, est à 4,1%. Néanmoins, pareil, sur son cycle, un cycle qui performe mieux, tout simplement aussi parce que les données sont de plus en plus récentes, puisque et plus ça va aller, plus les cycles devraient performer, puisque au fur et à mesure, les données sont retravaillées. Si on regarde les clients C, D et E, vous voyez, pareil, des résultats très variables d'une structure à l'autre. Donc, hormis le cas, pour le moment, Sébastien est le seul à avoir des résultats de cycle inférieurs aux résultats du pré-traitement. Tous les autres ont un cycle automatique qui performe un petit peu mieux. Après, le principe des cycles automatiques, c'est qu'il faut aussi en profiter pour changer les messages, tester d'autres choses et pour voir aussi quelle est la communication qui va le mieux fonctionner. Donc voilà, donc on a fini sur la présentation de cette première campagne et on va maintenant passer sur un cycle automatisé mais qui reste monocanal. Donc c'est un cycle de la Fédération française des diabétiques. En fait, ce sont tes cycles, on va dire, relationnels actuels que tu souhaites nous présenter, sachant que pour le moment, tu les as montés que dans l'univers de l'emailing. Sur cela. Je te laisse… Oui, alors du coup, effectivement, on a schématisé le cycle relationnel par email de la fédération et en jaune, donc les emails qui sont automatisés aujourd'hui. Donc, sachant que tout ce qui est email merci et confirmation de dons, ce sont les emails transactionnels qui sont automatisés depuis très longtemps en fait. Donc, on ajoute des cycles automatiques au fur et à mesure. Donc, lorsque quelqu'un s'inscrit à la newsletter, donc via le site ou un coupon papier, il reçoit donc un email de bienvenue et de confirmation d'inscription, simplement pour lui parler un peu aussi de la fédération et puis de ce qu'il va recevoir par la suite. Je t'interromps, Aline. Ça se construit ça se fait en temps réel, c'est-à-dire que quand on s'inscrit sur le site, on va rentrer immédiatement dans la base de données par un web service et automatiquement, l'email va partir, sauf qu'avant, on va aller vérifier quelques caractéristiques de ce contact pour éventuellement le changer de cycle si c'est, par exemple, un grand donateur qui vient de s'inscrire. Donc, tout ça, là, on a mis dans l'heure, mais dans la réalité, c'est du temps réel. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du temps réel. Ensuite, on a intégré donc il y a quelques mois un premier appel à dons par email à J+7. Donc après c'est arrivé. Avant finalement de les inclure dans les cycles email classiques, donc soit prospect, soit donateur. Oui, donc là c'est l'email donc de premier appel à dons. Engagez-vous à nos côtés. Après, donc, on a 2 scénarios possibles. Soit on n'a pas la personne n'est pas donatrice, donc que ce soit sur le premier appel à dons ou par ailleurs. Et dans ce cas-là, elle rentre donc dans le cycle des emailing version prospect, qui inclut malgré tout des appels à dons, mais en tout cas version prospect. Et si elle fait un don, donc elle reçoit évidemment son email transactionnel classique et elle rentre dans un cycle d'emailing personnalisé pour les donateurs. Et après, on a encore plusieurs scénarios possibles, sachant que donc si la personne ne refait pas de don, elle reçoit un email 1 an après son premier don, l'email anniversaire, donc pour remercier et relancer. Et si elle fait un deuxième don par la suite, donc pendant la première année, elle reçoit toujours évidemment son email de remerciement et de confirmation. Et 1 mois après, on a introduit aussi un email de conversion au prélèvement automatique.
voilà, pour introduire aussi l'idée du don par prélèvement automatique. Et on a d'autres emails en préparation et en réflexion, donc sur l'upgrade PA quand les personnes sont en prélèvement automatique. Puis un autre email un peu plus relationnel pour relancer finalement, il n'est pas forcément relié au deuxième don, mais en tout cas pour animer notre communauté de donateurs sur Internet avec donc quelque chose qui puisse nous en apprendre un peu plus et puis les intéresser aussi en retour un peu plus à ce qu'on fait. Donc, du coup, des résultats qui commencent à être un petit peu probants, hein, puisque là, tes cycles démarrent. Oui, on les a mis en place en février seulement. Donc effectivement, donc sur ces 3 emails automatisés, donc en dehors des emails transactionnels, on a de très bons taux d'ouverture, puisqu'on est à 43% sur le premier appel à don et à plus de 50% sur la conversion prélèvement automatique et l'email anniversaire. Des taux de clic qui sont aussi entre guillemets corrects par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs sur les appels à don, même s'ils sont un tout petit peu moins élevés sur le premier appel à don et l'email anniversaire. Mais bon, on a quand même. Alors sur la conversion PA, on avait un très mauvais taux de clic sur le premier envoi, qui était finalement une sorte d'envoi de rattrapage avant la mise en place du cycle automatisé. Par contre, depuis sur le cycle, on a un très bon taux de clic. Finalement, alors sachant que l'idéal, ça serait, ça va être d'associer ces emails à des appels plus rapprochés, parce qu'aujourd'hui on a des campagnes télémarketing, mais qui ont lieu une fois par an sur la conversion au don par prélèvement automatique. Et alors c'est pas vraiment un email anniversaire, mais sur de la réactivation en fait. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire correspondre ces emails aux appels sur la durée. Sachant qu'on a des quantités qui étaient pas jusqu'ici suffisantes, mais qu'on commence à pouvoir le faire et à pouvoir l'envisager. Et sur la conversion en elle-même, alors on l'a pas mis là, mais alors on a une conversion qui est très mauvaise pour l'instant sur le premier appel à don, sachant que c'est un email dans un cycle. Donc sur l'email lui-même, on n'avait pas forcément d'attente importante évidemment, mais on est à peine pour l'instant à 0,1%, sachant que encore une fois, ça s'inscrit vraiment dans un cycle pour nous et que on va voir ça aussi sur la durée. En revanche, sur la conversion au PA, on est à peu près 2%, et sur l'anniversaire premier don à 1,4%. Et finalement, en discutant aussi sur d'autres résultats, on s'aperçoit que c'est cohérent et que sur la durée, en tout cas, ça peut faire… Oui, c'est ça. Et sur la durée, ça peut faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai un client qui, sur le même type de cycle, sur de l'anniversaire premier don, et à un pourcentage qui est plus bas que le tien, il est à 0,4%. Néanmoins, ça lui a déjà permis de collecter plus de 30 000 euros parce que ça tourne tout seul. Et puis après, plus le cycle continue et plus les petites rivières sont des grands fleuves, on va dire. Donc voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que tu vas, toi, passer… donc, tu as lancé un test et ça va être… il nous reste là 2-3 minutes, on va le faire rapidement. 5 minutes avant de peut-être prendre d'autres questions. Je ne sais pas, Richard nous dira s'il y a des questions. On va passer sur la 3e campagne qui, elle, va faire suite à un test que tu as lancé sur justement la collecte de leads à automatiser. Donc là, tu viens de terminer ce test qui était finalement fait de façon assez manuelle, puisque l'objectif, c'était de voir si l'opération performe. À ce moment-là, on mettait le dispositif et on paramétrait le dispositif cross-canal pour jouer les scénarios de façon automatique. Oui, c'est ça. On a testé pour la première fois le lead to call, donc qui fait intervenir une agence web et une agence de télémarketing en plus de la base de données évidemment Alizé chez nous. Et on a fait tout ça semi-manuellement puisque le seul lien direct qui s'est fait, c'était vraiment entre l'agence de web et l'agence télémarketing. Ensuite, nous on a dû réintégrer les informations.
Mais comme la campagne a été performante pour nous, on va effectivement envisager de l'automatiser. Donc, j'ai mis les résultats pour information. Donc, on a un taux d'exploitation donc par téléphone qui a été de plus de 50%, 54%, un taux de conversion au PA de plus de 6%. Donc, nous, on était très contents, avec un don moyen mensuel de 8,40 €. Et on est en train de regarder un peu les taux d'attrition, évidemment. Sur l'opt-in, on est à moins de 10%. On ne sait pas encore très bien sur les PA, puisque on nous avait estimé l'attrition à 10 à 15% sur 12 mois, mais là, on est quand même à environ 10% déjà. Donc ça va vraiment être à suivre de près dans les mois qui viennent. Et puis, la conversion au don plus classique sur les opt-in qu'on va étudier et regarder dans les mois qui viennent. Mais effectivement, l'objectif, c'est de déployer ce dispositif avec des web services, puisque là, j'avais mis les pages qu'on a utilisées pour collecter donc les leads. Voilà, donc en ayant des web services directs qui rentrent les adresses email et les numéros de téléphone directement dans Alizé, et puis qui puissent voilà, être envoyés à l'agence de télémarketing. Alors, sachant que la conversion PA s'est faite directement en ligne avec les opérateurs téléphoniques, donc les téléacteurs avaient au téléphone les donateurs qui allaient directement sur le formulaire, etc. Donc ça finalement, c'était déjà fait directement, mais voilà. Il y a différents dispositifs effectivement qui peuvent être mis en place avec vos partenaires de télémarketing. Voilà, l'essentiel, je dirais, après, peu importe le dispositif, c'est que toutes les informations rentrent dans le CRM, soient centralisées pour pouvoir être exploitées et dans certains cas en temps réel, selon le type de dispositif qu'on va mettre en place. Si on regarde, je ne sais pas si on a des questions, Richard? Oui, il y en a quelques-unes, si vous voulez qu'on… Alors, soit je termine rapidement ce slide-là, comme ça, j'explique la mécanique de ce type de campagne qui va être mis en place pour la Fédération française des diabétiques et qui a déjà été mise en place. Puis comme ça, après, on prend les questions. Le principe est complexe, mais on peut le rendre simple en tout cas, je vais essayer de le rendre simple dans l'explication. Donc, le principe est, vous allez collecter des leads donc sur un site, de la pétition, peu importe. Ce qui est important, c'est de connecter ce site avec votre CRM. Pourquoi? Parce qu'on va aller contrôler la préexistence en base de l'information et on va pouvoir aller après intégrer directement en base cette personne qui a, par exemple, rempli ce formulaire de pétition. On a mis en place, et tout ça, c'est ce que vous voyez, le petit schéma là, c'est ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins le dessin du scénario qui tourne. Maintenant, ce qui est fait, c'est qu'une fois que les leads sont rentrés en base de données, et elles rentrent donc au fur et à mesure de leur arrivée sur le site, donc on est en instantané, d'accord? Automatiquement, le cycle va pouvoir aller ventiler l'envoi aux prestataires de télémarketing, à un ou N prestataires. On a des clients pour lesquels on ventile sur plusieurs prestataires. Pourquoi? Parce que généralement, les campagnes peuvent générer beaucoup de réactions et donc, ça permet de fluidifier aussi les flux et de faire en sorte que les appels soient passés dans les bons délais. Une fois que l'appel téléphonique a été passé, on pourrait dire, alors après, ça va dépendre, chaque client a sa façon de faire, mais on va avoir potentiellement différents types de retour des appels. Donc, l'appel qui a fonctionné, la transformation en PA est faite. Et donc, l'information va rentrer en base de données et va rentrer automatiquement dans le cycle des welcome PA. Soit on a quelqu'un qui est indécis et il va rentrer sur un autre cycle. Soit on a quelqu'un qui dit, écoutez, oui, moi je m'engage, mais pas tout de suite. Non, je ne veux pas aller le faire là, mais je m'engage à vous faire un prélèvement automatique. Et donc, on va le rentrer dans le cycle des promesses et le relancer. Ou alors, il dit non, prélèvement automatique, non, mais par contre, je m'engage à faire un don ponctuel, donc un don unique. Donc, voilà un petit peu le schéma en process, on va dire, simplifié. Et évidemment, on analyse tout ça, on a toute la partie reporting. Ce qu'il faut retenir, c'est que
On va écrire, nous, concrètement et techniquement, avec nos clients, un seul scénario qui a plusieurs points d'entrée, c'est-à-dire on peut rentrer dans les branches de scénario de plein d'endroits. On va pouvoir arriver directement de cycles également relationnels autres. Et ce qui est important et ce qui va changer des opérations qui ne sont pas faites avec des solutions de marketing automation, c'est que à chaque étape de l'évolution du contact et de ce cycle, on peut sortir du scénario et on peut surtout faire des contrôles, re-rentrer. Voilà, typiquement, quelqu'un qui rentre dans un cycle, mais qui tout d'un coup vous renvoie une demande de brochure leg, ou finalement, on s'aperçoit que c'est un grand donateur et vous voulez du coup le travailler autrement, et il peut être sorti du cycle. Donc voilà, moi j'en ai fini sur la partie technique. De toute façon, vous pourrez toujours nous poser des questions en dehors de l'atelier. Et je veux bien, Richard, qu'on passe aux questions. Alors, on a effectivement quelques questions. Cela dit, je vous invite tous à en poser d'autres si vous le souhaitez avec la fenêtre de discussion interactive. Les questions que j'ai là concernent la campagne de Sébastien avec l'opt-out. La première, c'est que justement, Alexandre nous dit qu'il avait compris qu'à partir de janvier, le fonds BNP était passé de l'opt-out à l'opt-in. Et si c'est bien le cas, il se demande si ce n'est pas la première raison de la baisse des réactivités dont vous avez parlé. Alors, non, en fait, à partir du 1er janvier, on est tout le temps resté en opt-out. À partir du 1er janvier, on est passé dans le cycle d'automatisation justement de la campagne anti-churn. Et on est passé sur des populations qui avaient qui avaient 6 ans et pas plus de 6 ans d'inactivité. Par contre, on est passé de la fourniture d'un bilan des actions qui avaient été menées sur l'année écoulée à juste un message court en disant voilà, ça fait plus de 5 ans qu'on n'a plus de vos nouvelles. Si vous voulez qu'on supprime vos données, cliquez ici. Donc, c'est la différence entre la fourniture de contenu, on va dire, qui, à mon avis, fait que ça a beaucoup changé. Le problème, c'est que si on restait sur l'idée d'un bilan actualisé, on sort du process d'automatisation parce qu'il faut le réactualiser régulièrement. D'accord. Oui, je comprends effectivement. Est-ce que cette campagne a détérioré votre e-réputation, demande Céline, si vous l'avez mesuré? Par rapport au nettoyage à base de données et à la… Je comprends, oui, la question est relative à ça. D'accord. Alors, dans un premier temps, ça a certainement impacté, mais maintenant, on a un taux de délivrabilité qui est très bon parce qu'on est sur nos campagnes classiques, sur une base qui maintenant est propre. Donc, il n'y a pas trop de soucis, sachant que pour la réputation, c'est notamment sur des bases mail génériques, Gmail, Yahoo, etc. et qu'on avait une grosse partie qui était @BNP Paribas. Donc, ça, c'était traité en interne et ça n'affectait pas le taux de délivrabilité sur d'autres fournisseurs de mail. Non, la campagne de décembre a eu un taux de délivrabilité classique. Alors là, il faudrait que j'aille le chercher. Mais on était après à nouveau sur les standards de 99%. Oui. Sachant qu'avant, on ne l'était pas du tout. Donc, on avait tout l'intérêt de le faire. Hein. Et alors, je ne sais pas si ça a eu un lien, mais en tout cas, on a fait une campagne là, pour l'Inde, pour le Covid en Inde en avril, qui a cartonné, alors qu'on avait… à part le message, il n'y a pas eu de modif par rapport à d'autres campagnes d'urgence qu'on a fait l'année dernière, comme pour le Liban en août, qui avait très bien marché aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu une meilleure délivrabilité? Est-ce que du coup, ça a joué là-dessus? Certainement. D'accord. Encore une question pour vous. Sur les 34% des inactifs qui ont fait un don 3 semaines après la campagne, oui. Est-ce que vous avez vérifié qu'il ne s'agissait pas de doublons avec des donateurs actifs
Et sinon, comment expliquez-vous qu'une personne qui n'avait pas fait de don pendant 6 ans, soit ainsi, alors qu'elle a régulièrement reçu des sollicitations, soit ainsi réactivée de façon aussi forte, à 34%, par un email d'opt-out? Alors, il n'y a pas de possibilité de doublon sur notre base parce qu'on utilisait les adresses. Alors, c'est un système interne, mais on utilise l'adresse email effectivement, mais il y a un identifiant unique qui est affecté à chaque collaborateur du groupe. Et cet identifiant doit être rentré lors de la saisie du don. Donc, il n'y a pas de possibilité de doublon sur la base. Et alors, l'efficacité de cette réactivité, enfin de la réactivité de la réactivité des donateurs est certainement liée à la fourniture du bilan des actions qui ont été menées durant l'année. OK, ils n'ont pas entendu parler de nous depuis à minima 6 ans, mais pour ceux, et à mon avis, c'est une grosse partie de ces 34%-là, qui sont encore collaborateurs du groupe, qui avaient peut-être, dont les informations étaient passées sous le radar sur les dernières années de ce qu'on faisait, des missions qu'on soutenait, etc., se sont dit, ah bah oui, mais en fait, on continue à mener des actions sur le terrain. Donc, quand ils ont été remis dans la moulinette lors des 3 semaines après avoir reçu ce mail-là, peut-être qu'ils ont été plus sensibles aux actions qui étaient menées et du coup, ils se sont engagés sur cette campagne. D'accord, merci. Alors, cette fois-ci, on va passer à des questions sur l'automation de campagnes d'email. J'en profite pour donner le résultat du dernier sondage. Utilisez-vous le marketing automation? Non, à 74%. Oui, à 26%. Il reste quelques prospects à convaincre pour Edis Aide. Il y a une question sur les volumes. À partir de combien de contacts conseillez-vous de passer sur un cycle automatisé versus un cycle manuel pour ce genre de campagne d'emailing? C'est une question de Léa, à nouveau. Alors, j'ai presque envie de dire que l'automatisation, alors c'est sûr, si vous avez 200 contacts, peut-être que ça ne vaut pas le coup, mais l'automatisation, enfin, c'est un changement de vision et de mode de fonctionnement. Donc, se dire qu'on fait un cycle de marketing automation, ça veut dire qu'on le fait de façon autonome et automatique. C'est-à-dire qu'on va arrêter de travailler sa base, de regarder, d'analyser la population. Il faut faire toutes les analyses avant et après suivre le reporting. Donc, après, vous allez être bloqué par les coûts des solutions de marketing automation. C'est peut-être ça qui va piloter l'histoire du volume. Mais à partir du moment où on a une base, je dirais, de quelques milliers de contacts, ça vaut le coup d'automatiser plutôt que de perdre du temps à dire je vais aller dans mon CRM, aller chercher telle population, la prendre, la jouer, charger envoyer par exemple l'emailing ou la campagne de SMS. Et quand bien même, si vous voulez automatiser, vous allez avoir du mal à le faire manuellement pour faire tous les changements de cycle parce que c'est de l'analyse qui va être longue et fastidieuse. Donc, le marketing automation, en fait, va libérer le temps des marketeurs et leur permettre de passer plus de temps à analyser plutôt qu'à faire des sélections. Après, tous les outils aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font. Nous, on a pris un outil marché, Selligent, c'est un outil marché, on l'a interfacé à notre solution, c'est notre choix, parce que voilà, chez Edis, on a fait ce choix-là. Mais aujourd'hui, sur, on va dire, des cycles de marketing automation monocanal sur l'emailing, grosso modo, beaucoup d'outils permettent de commencer à faire ce qu'on appelait avant du trigger marketing, de commencer à automatiser des campagnes. Après, moi, j'ai des clients qui ont des bases de plus de millions, enfin avec des millions de contacts à l'intérieur et d'autres qui sont à moins de 10 000, ou 20 000 ou 30 000 contacts et qui font du marketing automation. Enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est pas forcément le volume qui va
piloter le fait de automatiser une campagne et de réfléchir. On réfléchit autrement dès qu'on réfléchit cycle relationnel. Mais ça, c'est plus les agences aussi qui vont vous accompagner dans ces réflexions-là. Aline travaille, nous, on met à disposition les outils. Aline, toi, tu travailles avec ton agence qui Oui. justement, puisqu'il y a les outils qui permettent de faire ce type d'opération, réfléchit différemment que quand il n'y a pas les outils. Oui, oui, et nous aussi d'ailleurs. Alors, je note bien que ça fait économiser du temps aux marketeurs sur les analyses, etc. etc. Il y a aussi une question qu'on ne va peut-être pas approfondir, c'est sur le nettoyage des bases de données. Combien a-t-il permis d'économiser dans la gestion par Redis des fichiers, etc. On ne va peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça dépend des prix, des volumes, etc. Mais il est évident qu'effectivement, quand on diminue le nombre d'adresses traitées parce que ces adresses ne sont plus valables, on fait aussi des économies financières sur ce genre de choses. Tout à fait. On fait des économies financières. Alors, on va faire des économies financières déjà, ne serait-ce que sur l'outil de marketing automation qui, lui, ne va plus recevoir a priori toutes les données qui ne sont plus exploitables. Donc, ça peut faire changer de tranche. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 modes de facturation sur ce type d'outil. Soit il y a encore une facturation qui est au nombre de campagnes envoyées, au nombre d'emails envoyés, nombre de SMS, etc. Il y a des facturations qui sont plutôt au nombre de contacts, quel que soit le nombre d'emails envoyés. Donc, on peut avoir potentiellement donc, des économies sur ces outils qui marchent au nombre de contacts, puisqu'on va mettre moins de contacts dans l'outil. Après, sur le CRM, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la purge et l'anonymisation, dans le cadre des campagnes anti-churn RGPD, elle va se faire on enlève des données, mais on garde tous les historiques. Donc là, il n'y a pas forcément d'effet de coût qui diminue si les clients souhaitent garder complètement leur historique. J'ai des clients qui ont fait le choix de purger complètement et de ne garder que 10 ans ou 12 ans d'historique, même avec des données anonymisées. Donc après, ça va dépendre de chacun, mais ça permet de tailler différemment les bases de données. Le plus gros effet, c'est les changements de tranche, effectivement, sur le nombre de contacts. On arrive à la fin de la séance, donc on va peut-être se permettre de déborder de quelques minutes, mais il va falloir être très rapide maintenant dans la réponse aux questions. Donc, je vais vous poser quand même quelques petites questions qui restent, et puis on essaie d'y répondre très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous réalisez des tests type AB sur ces emails automatisés? Oui. Oui, c'est possible. Oui, voilà. oui. Alors là, vous avez fait même des tests multivariés, on fait plein de choses. Et ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il faut faire, c'est continuer de réaliser des tests. C'est-à-dire que vous lancez votre cycle, il faut laisser choisir ce qui a le mieux fonctionné. Mais après, régulièrement, un des biais des cycles relationnels et du marketing automation, c'est qu'on puisse s'endormir sur ce qui a été fait et ne plus regarder la communication qui part. Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire avec aussi vos agences, etc., c'est de bien regarder toujours que la communication est adaptée à ce que vous voulez dire et de tester des choses. Là, on voyait, si un emailing, on voit, il ne donne pas très, très bien, enfin, la campagne ne donne pas, vous pouvez tester autre chose, une autre communication, et puis vous le retestez pendant plusieurs mois et vous voyez si les taux augmentent. D'accord. Marketing automation dit reporting. Si on n'analyse pas, ça ne sert à rien de faire. Enfin, ça permet de collecter, mais il faut analyser les résultats. J'ai une question sur les outils que vous préconisez pour les campagnes d'email automatisées. Alors, je pense que c'est Edis. Et puis une autre sur quels outils utilisez-vous pour lier les campagnes d'email automatisées à vos bases de données donateurs? Alors, en fait, ce ne sont pas des outils. En fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je ne vais pas vous dire il faut passer par Redis. Ce qui est important, donc c'est plus la réponse à la deuxième question. Ce qui est important, c'est que vous connectiez votre base de données, donc votre CRM. Donc, chez Edis, c'est Alizé. Tous mes clients, moi, mes 40 clients ont Alizé, mais il faut connecter cet outil à l'outil de marketing automation. Après, j'ai des clients qui passent par notre outil. Nous, on met les deux solutions, donc Alizé et Selligent. Mais après, peu importe. Ce qui est important, c'est de connecter. Donc, de façon automatique, c'est-à-dire interactive, par API, c'est-à-dire par web service. Donc, c'est des connecteurs. On déverse des flux du CRM base de données vers l'outil de marketing automation. Et surtout, il faut faire remonter les flux de l'outil de marketing automation vers la base de données.
Nous, nos clients, ils ont toute la partie taxonomie, les clics, les ouvertures, les on-shots, c'est-à-dire quelles sont les thématiques qui ont été le plus cliquées. Ça permet après d'affiner et d'avoir plein de données comportementales, qualitatives, qui permettent d'affiner les sélections, les segmentations, etc. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tant de dire c'est quoi les outils qu'il faut connecter, puisque voilà, c'est de se dire il faut connecter. Je ne sais pas si Alors, enfin, j'ai une toute dernière question, mais qui me semble relever davantage de la RGPD que de l'automation. C'est dans quel cas est-il possible d'avoir une approche en opt-out? Alors, après, ça, c'est le choix du responsable de traitement. Avoir une approche en opt-out au niveau de votre communication d'emailing, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ça ne veut pas dire que vos adresses sont opt-out. C'est-à-dire quand vous collectez de l'adresse email, vous allez devoir collecter l'adresse email en opt-in, c'est-à-dire vous devez avoir l'autorisation d'utiliser cette adresse. Donc, elle a été opt-in à un moment donné. Il n'empêche qu'après, vous pouvez envoyer un message qui dit si vous ne faites rien, on continue de vous écrire. Par contre, cliquez. Voilà. Évidemment, moi, ma recommandation, ça sera toujours de faire de l'opt-in dans les communications parce que c'est plus en phase avec le RGPD. Juste peut-être, Karine, par exemple, nous, on a envoyé des emails là sur des gens qui n'avaient pas d'abonnement newsletter, donc qui n'avaient pas donné leur accord pour être contactés. Et par contre, en discutant avec notre déléguée à la protection des données, elle a trouvé que c'était plutôt bien de le faire pour informer qu'ils allaient être supprimés, enfin en tout cas anonymisés. Et elle n'y voyait pas d'inconvénient. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, ça veut dire qu'on peut le faire au moins une fois pour dire voilà. Mais effectivement, sinon, si vous n'avez pas eu l'autorisation, si on n'a pas eu l'opt-in, parce qu'effectivement, nous on travaille, enfin nos cycles d'emailing, ils sont envoyés à des personnes qui ont donné leur autorisation pour les recevoir. Par contre, là, sur la réactivation qu'on a présentée, il n'y avait pas d'opt-in. Effectivement, c'était pour leur demander de s'abonner à une newsletter. Enfin. Avec l'information qu'ils allaient être supprimés, anonymisés de la base de données, avec l'accord de notre DPO. C'est-à-dire que c'était vraiment avec un message RGPD très clair, quoi. Très bien. Écoutez, après, merci. vous pouvez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous contacter. Voilà. Moi, je peux aussi répondre à des questions. Il y a les coachings possibles. Voilà, n'hésitez pas, on vous répondra du mieux qu'on peut. On espère qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions intéressantes. L'outil Swapcard vous permet de effectivement rentrer en contact avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais repasser la parole à H2 de l'AFF pour conclure cette séance. On a un petit peu débordé, donc on va s'arrêter là. Il n'y a plus de questions de toute façon. H2, tu es là ? Oui, je vous remercie à vous tous et à nos chers intervenants aussi, chers participants sur cette thématique qui est assez intéressante puisqu'on a un tout petit peu débordé, mais ça fait toujours plaisir. Donc, en même temps, n'hésitez pas en fait à vous amuser sur notre photobooth en fait disponible sur la plateforme Swapcard. Donc, Karine a déjà publié sa photo, donc n'hésitez pas aussi à partager les vôtres. Merci beaucoup, bonne journée et bonne suite de séminaire. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.